Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Rémi Rivas et j'ai la chance de présider le club RSB Alumni Innovation. Donc ce club est un rassemblement de plein de personnes très différentes les unes des autres, mais qui ont tout en commun de s'intéresser au lancement de nouveaux produits, de nouveaux services, à l'ensemble des méthodologies, des démarches qu'on peut mettre en œuvre dans différentes organisations pour imaginer, créer de nouvelles propositions de valeur, accompagner le lancement de nouveaux produits, améliorer des produits existants. Voilà, grosso modo, l'ensemble des démarches qu'on peut mener aujourd'hui pour créer de nouvelles choses, tout simplement dans des domaines extrêmement divers. Nous animons régulièrement des conférences où nous faisons venir des intervenants qui font des retours sur des sujets technologiques tels que l'intelligence artificielle par exemple, ou alors les stratégies d'innovation d'entreprise. Nous avons un groupe WhatsApp également sur lequel nous pouvons partager des ressources et voilà, des inspirations. Si tous ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à nous rejoindre en nous écrivant à l'adresse qui va apparaître en dessous. Merci beaucoup et puis à très bientôt. Je remercie Rémi d'avoir trouvé le thème de cette conférence parce que c'est vraiment ça. Il n'y a pas un jour où on ne parle pas d'intelligence artificielle. Quand on parle d'intelligence artificielle, c'est la data qui fait tout. C'est-à-dire que garbage in, garbage out, ça veut dire quand on a des données pourries en entrée, on a des résultats pourris en sortie. C'est un petit peu le principe. Alors, dans le domaine des intelligences artificielles, il y a différentes tâches qu'on doit modéliser. Alors, la première de ces tâches, c'est la perception visuelle. En gros, perception visuelle, c'est je vois un chat ou je vois un chien. Voilà, ça c'est percevoir l'élément. Il y a une autre tâche qui est la compréhension. Alors, je vois un chat, je vois un chien, je comprends que ce chat ou que ce chien est imprévisible. C'est la manière de pouvoir modéliser cette tâche. C'est toute la différence entre l'homme. C'est que nous, donc les machines raisonnent par corrélation et analogie. Quand on fait de la logique, on le sait, ça c'est et ou si, voilà, il y a des hypothèses par analogie, par corrélation. Tandis que nous, on raisonne par expérience. Et on raisonne avec ces fameuses interactions avec l'environnement. Donc on n'a pas besoin effectivement d'appliquer ces préceptes logiques. Il suffit en fin de compte qu'on existe et on existe par la somme de nos expériences. Et c'est ça qui fait cette intelligence humaine. C'est toute la difficulté de passer d'une tâche cognitive de perception visuelle, je sais que c'est un chien, à une tâche de compréhension, je sais qu'il est imprévisible, à une tâche de je sais que c'est un chien, je vois un chien, je sais qu'il est imprévisible, je suis en voiture, je décide de m'arrêter. Parce que dans le domaine de l'IA, on va pouvoir étiqueter donc le chat, on va pouvoir étiqueter aussi qu'il est imprévisible. Mais si, par exemple, sur ce chien, imaginez que le chien, donc on l'a étiqueté un chien en laisse, donc il traverse. Mais si ce chien est sur un skateboard, vous me direz c'est tout à fait imprévisible. Mais moi, avec mon chien, je fais du trotty-dog. C'est-à-dire que je promène mon chien en trottinette. Bon, bah, si le système ne m'a pas labellisé, je me fais écraser, on est d'accord. Le système ne me connaît pas. Donc c'est toute la difficulté. Par contre, une voiture qui est conduite par un homme ou une femme ne va pas m'écraser parce qu'il me voit sur une trottinette avec un chien. On est d'accord. Si on se dire non, oui, c'est bien une femme sur une trottinette avec son chien. Donc c'est ça qu'on n'arrive pas encore à régler. Donc tout ça pour dire que aujourd'hui c'est le chiffre. Hein. Pour ceux qui vous auraient dit le contraire, c'est bien ce chiffre-là. C'est 3% d'entreprises européennes qui ont mis en place un système d'intelligence artificielle. Donc, par déduction, ça veut dire que... Voilà, merci pour ceux qui suivent. Ça veut dire que 97% des problèmes sont résolus sans intelligence artificielle. Donc, pour revenir un petit peu à ce qui est important de savoir, que l'on fasse de l'algorithmie, de l'IA ou quoi que ce soit, c'est qu'au départ, on a toujours un problème à résoudre. Il ne faut pas partir de la technique. La technique en soi, ce n'est pas un moteur. C'est au départ se dire, c'est quoi mon problème ?
Après, on se dit, c'est quoi, avec quel outil je vais pouvoir y répondre, mais c'est quoi mon problème? Et ça, c'est vraiment l'étape la plus importante. Parce que si votre problème il est mal défini au départ, vous prendrez n'importe quel algo, n'importe quel procédé, ça ne servira à rien. C'est-à-dire que le problème de départ est très important. Bon, après, on choisit de construire le modèle. C'est pareil, un modèle, c'est une représentation mathématique. Donc, on a quand même une pléthore de modèles à disposition, hein. Le modèle doit être soluble, réaliste, facile à comprendre, à expliquer, à modifier. Donc, clairement, là, dans l'IA, réaliste, je ne suis pas tout à fait sûre. Facile à comprendre, les boîtes noires qu'on nous vend aujourd'hui, il y a quand même très peu d'algorithmes sur lesquels, sauf ceux qui sont publiés, qui ont des brevets, sur lesquels on sait comment ça fonctionne. Non, on ne sait pas comment ça fonctionne la plupart du temps. On dit c'est extraordinaire, mais quand ça fonctionne, ah non, attendez, oula, secret défense. Non, pas du tout, ils ne savent pas. Ils ne savent pas l'expliquer. Il faut savoir l'expliquer, le modifier. Autre étape importante, les données. Il faut pouvoir les obtenir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et plus le problème que l'on doit résoudre est important, plus les données à collecter seront compliquées. Plus cette phase sera compliquée. Après, les autres étapes, hein, c'est effectivement, ça je ne vais pas revenir là-dessus, il faut développer le modèle, il faut le tester. Tester, ça c'est une récurrence en informatique. Tester les données entrantes, précision et complétude, hein, ce qu'on appelle en informatique le precision and recall, donc pour justement voir le rapport, en médecine on le fait beaucoup, faux positif, faux négatif, c'est très important. Et puis déterminer la sensibilité, avec des tests de sensibilité, ça aussi c'est... et puis industrialiser. Mais ça, je dirais que toutes ces étapes-là, c'est des étapes, je dirais, avec des modèles mathématiques, des outils, je dirais, de statistiques ou probabilistiques qui existent depuis des dizaines d'années. Donc, on n'a pas forcément besoin d'IA pour faire ça. Alors, on ne va pas rentrer trop dans la technique, je vais juste vous montrer que ce qui existe aujourd'hui dans le domaine des IA ou de l'IA. Bon. Alors là, ML, donc c'est Machine Learning, apprentissage automatique. Alors, il y a des codes, hein, les codes couleurs, là c'est pour voir un petit peu si l'apprentissage est supervisé. Donc en gros, supervisé, c'est avec donc, une aide humaine, non supervisé, par renforcement, donc par apprentissage de l'environnement, actif, c'est-à-dire dynamique et en circuit constant d'optimisation, et puis semi-supervisé, ça veut dire avec des données labellisées et pas. Alors, du machine learning, donc on est descendu vers le deep learning, donc dans les années 2000. Alors là, effectivement, c'est la deuxième génération d'algorithmes. Alors, le deep learning est surtout utilisé pour des applications de reconnaissance et de compréhension, hein. Vous savez, c'est je vois un chat et je sais qu'il est, je sais pas, peu attentiste, ou je vois un chien et je sais qu'il est imprévisible. Donc c'est surtout ce domaine-là. Et puis après, on a les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, c'est assez simple à comprendre, c'est calqué sur nos systèmes neuronaux. La matière grise, cette fameuse connexion neuronale. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle une imitation des connexions, enfin du réseau neuronal biologique. Le Deep Q-Learning, ça s'utilise principalement en robotique, c'est pour ça qu'on a un apprentissage par renforcement, hein, cet apprentissage qui se fait par le biais de récompenses ou de punitions quand on progresse dans un environnement. Donc ça c'est purement pour la robotique. Le probabilistic programming, on entend peu parler, mais ça va, à mon avis, révolutionner pas mal de choses parce que c'est assez simple à mettre en place, ça coûte pas grand-chose et on est sur de la probabilité améliorée et avec des très très bons résultats pour peu qu'on ait les bonnes données. Et moi, je pense que vraiment, ce qui va changer la donne, et nous, c'est là-dessus qu'on travaille, c'est sur le Lean Data Learning. En gros, vous avez tous entendu parler du Lean. Oui, l'improvisation continue. L'optimisation continue. L'improvement, parce que improvement. L'amélioration continue.
C'est appliqué au domaine de la data et ça c'est excessivement intéressant parce que ça part du principe que effectivement ces données dont on a tellement besoin pour faire travailler les algorithmes, qu'ils soient d'IA ou pas, il faut qu'on puisse les améliorer en continu et parce que si on améliore la fiabilité des données, eh ben on améliore forcément la fiabilité des résultats. Donc c'est un processus qui est assez logique. Et nous en fin de compte on travaille principalement là-dessus. Et on a déposé des brevets sur cet apprentissage en continu de la fiabilité de ce que nous on appelle la source, mais en fin de compte de la fiabilité des données. Donc on apprend en continu de cette fiabilité des données, ce qui nous permet en sortie de produire des résultats toujours plus pertinents puisqu'on est dans un circuit d'optimisation et d'amélioration continue. Donc ça je pense que, on est en mode actif, on voit bien, code couleur jaune, je pense que ça, il va y avoir des choses intéressantes qui vont être réalisées à partir de ces avancées-là. Ça, c'est juste pour vous expliquer un petit peu comment fonctionne le processus de traitement dans le domaine de l'intelligence artificielle. Donc, on l'a vu, une tâche cognitive qu'on doit modéliser. Hop, après, on va collecter les données, si possible, des données fiables et de qualité. On labellise, on choisit le traitement algorithmique que l'on veut, il n'y a pas que ce soit du machine learning, du deep learning, supervisé, pas supervisé. Mais les phases vraiment les plus importantes, c'est ces phases-là, la phase d'optimisation. Optimisation des données, optimisation de labellisation, donc de l'étiquetage des données, et optimisation du traitement algorithmique. C'est-à-dire que si mon algorithme n'était pas bon, il ne faut pas avoir peur d'en changer, plutôt que de s'acharner en se disant on va y arriver. Ça ne sert à rien. Sur tout ce qui est décision, c'est ce que je disais, parce que c'est une tâche cognitive très difficile à modéliser la décision, parce que ça fait appel à de la subjectivité, ça fait appel à des paramètres qui sont vraiment proches de la décision humaine et de ce qu'on a l'habitude de faire dans le domaine de l'humain et de l'imprévisible, qu'une machine ne sait pas forcément reproduire. Alors, les limites, alors on en a parlé, alors les données, il faut quand même plusieurs milliers de cas pour apprendre, alors que nous, on a besoin de très peu de données, nous, dans notre expérience, sur très peu de données, on généralise et on arrive à résoudre des problèmes. Un enfant de 6 mois à 4 pattes, il arrive à résoudre des problèmes qu'une IA va encore se triturer pour arriver à résoudre. Les résultats sont pas généralisable dans d'autres situations, c'est ce qu'on a vu avec Deep Blue et avec Kasparov. Oui, il l'a battu une fois, mais il n'aurait pas été capable de le battre sur le même calcul 2 fois, donc c'est pas généralisable. La robustesse, il faut que les réponses soient stables malgré des événements parasites. Un exemple, sur la voiture autonome, un événement parasite, ça serait j'ai un panneau stop, donc j'ai labellisé mon panneau stop, je m'arrête. Et puis, quelqu'un s'est amusé à mettre un autocollant. Par exemple, les totos, je ne sais pas quoi. Voilà, un gros autocollant sur le panneau stop. C'est ce qu'on appelle un parasite. Il n'y a rien à faire là, l'autocollant. Nous, avec notre voiture, encore une fois, on va s'arrêter. Moi, si je vois un autocollant sur un panneau stop, je ne me dis pas un autocollant sur un panneau stop. Ah oui, c'est plus un panneau stop. C'est plus un panneau stop. D'accord. C'est le problème. Je vais montrer les cas qui sont plus ou moins intéressants. Alors, Météo France, c'est de l'approche probabilistique. Moi, j'aime bien parce qu'on a 10% de taux d'erreur. Globalement, on est content. On a des bonnes données en entrée. On a des bons capteurs. Tout le monde est content de Météo France. Ça nous permet de savoir qu'aujourd'hui, on a un temps pourri. Il l'avait prédit hier, plus ou moins bien. On est content. Voilà, ça fonctionne. Pour moi, Forestia, c'est tout à fait ce dont tu parles. C'est effectivement, ils utilisent un outil qui s'appelle AI for Visual Inspection. Donc, c'est de la perception, compréhension de défauts, d'anomalies sur des pièces d'équipement automobile, en l'occurrence des sièges de voiture. Détection de défauts sur l'analyse d'image. Donc, ils ont 2 méthodes pour ça. Ils ont du clustering, donc de la classification supervisée pour la détection des défauts, puis ils utilisent de l'apprentissage profond sur le traitement des images. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont pu réduire de 50% les défauts des pièces contrôlées. Pas parce que l'homme est moins performant. Parce qu'en fin de compte, ça demande effectivement un temps. C'est chronophage.
Donc du coup, plutôt que d'avoir, je sais pas, X contrôleurs qualité avec la fatigue visuelle, etc., et ben, d'avoir un système d'IA qui fait ça à leur place, bon, quoique la métrique n'est pas non plus exceptionnelle, 50% c'est bien, enfin c'est pas non plus exceptionnel, mais bon, ça marche, moi j'ai rien à dire là-dessus. Et encore une fois, ça ne vient pas remplacer une intelligence humaine, ça vient remplacer plutôt une tâche d'automatisation qui est un peu fatigante et qui fait que là, moi je suis plus sur un système d'automatisation. D'autres exemples, on en parlait tout à l'heure avec le domaine de la santé, de promesses qui n'ont pas été tenues. Alors là, c'est, moi je pense, l'un des gros scandales dans le domaine du médical. C'est, vous avez sûrement entendu parler de IBM for Health, donc Watson. Donc un système d'IA qui était censé recommander des traitements pour les 12 plus dangereux cancers au monde. Cancer du foie, etc. Donc IBM, ils ont les moyens, parce qu'IBM, ça fait quand même des années qu'ils travaillent dessus. Même s'ils ne sont pas très bons en marketing, ils ont quand même les moyens. Donc les gros calculateurs, la donnée, ils ont tout. Hein. Bon, 6 années d'apprentissage, 10 000 cas d'entraînement, 60 millions d'investissements par hôpital. Et puis on se rend compte, enfin certains médecins se rendent compte, parce que les médecins se posent des questions, c'est bien quand même que ça ne produit rien, qu'il n'y a pas il n'y a pas plus de détection de cancer, voilà, que le système n'est pas plus fiable que ce qu'ils faisaient eux. C'est un petit peu ce que tu disais précédemment. Alors on se dit, mais tiens, c'est quand même bizarre, parce qu'il y a quand même beaucoup d'argent qui a été investi. Et ils se sont dit, mais d'où vient le problème ? Et en fin de compte, le problème, il vient de là. C'est que les médecins, enfin, vous savez, les médecins, comment ils écrivent, enfin, personne ne comprend l'écriture d'un médecin. Même eux, ils ne la comprennent pas, d'ailleurs, pour la plupart du temps. Donc les médecins écrivent avec une écriture qui n'est pas en traitement de texte, très difficile à reconnaître, et en plus avec des subtilités médicales. Donc ça veut dire des raccourcis. Donc il aurait fallu, pour que le système fonctionne, apprendre à la machine à comprendre les subtilités du langage médical. Ce qui n'a pas été fait, parce qu'il fallait tout de suite lancer le système, dégager beaucoup d'argent, vendre. La question, en fin de compte, c'était d'où vient la donnée d'apprentissage. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des médecins, alors c'est encore une histoire de gros sous, il y avait des médecins qui voulaient absolument que l'hôpital vote le budget pour qu'ils aient l'argent pour leur projet. Et donc, du coup, ils ont truqué les données d'apprentissage. Donc oui, il y a deux vilains dans l'histoire. Il y a deux vilains. Il y a IBM qui n'a pas fait le job, qui s'est dit, tant qu'on vend, c'est bien. Puis il y a les médecins des hôpitaux qui se sont dit, tant qu'on a du budget, c'est bien aussi. Donc voilà, c'est un peu... Mais au final, lui, là, vous voyez derrière, qui a un cancer du foie, il n'est pas super content qu'on lui dise, on va pouvoir vous soigner. Ce n'est pas le cas. Ça vous dit qu'à un moment donné... la décision d'un chirurgien ou la décision d'un oncologue qui va prendre un petit peu de temps à travailler avec d'autres chercheurs ou d'autres médecins, c'est pas plus mal que 60 millions dans la recherche du cancer, c'est pas mal. Hein, on avance quand même avec 60 millions. Hein. C'est un petit peu, un peu dommage. Alors là, ça me fait mourir de rire, parce que Facebook aussi, quand même, ils ont les moyens de lutter contre les fake news qu'ils ont eux-mêmes produits. Hein. On n'a pas été inventés à leur place, c'est quand même eux qui ont mis le modèle en place. Donc, ils ont investi, c'est pareil, des millions et des millions dans l'IA. Ils n'arrivent pas à résoudre ce problème des fake news. C'est impossible. Impossible à résoudre. Donc ils ont tout essayé, ils ont créé des matrices de confusion, ils ont créé ce qu'on appelle des indicateurs de confiance, mais ils ont mis des indicateurs de confiance à disposition d'un panel d'utilisateurs test, mais en fin de compte ils mentaient. Même dans l'indicateur de confiance, les gens s'amusaient à raconter n'importe quoi. Donc on voit que le système est complètement vérolé à tous les niveaux. La seule solution qu'ils ont eue pour résoudre ça, c'est d'embaucher 10 000 collaborateurs, donc 10 000 modérateurs qui vérifient les fake news. Donc ça reste de l'expertise humaine, parce qu'ils n'arrivent pas à résoudre ce problème qui est insoluble. Pour une raison toute simple, c'est qu'il y a trop de faux positifs. Donc ça, il n'y a pas besoin d'avoir de l'IA. Hein. Quand on fait de la probabilité, on sait que quand on a trop de faux positifs, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on fait des tests de sensibilité, ce qu'on appelle du precision and recall, on regarde les faux positifs, on regarde les faux négatifs. Donc ça, c'est des choses que l'on apprend à faire en termes de probabilité. Et là, ils en ont tellement qu'ils ont... c'est bien aussi ça permet de lutter contre le chômage, donc c'est bien. Enfin, ils ne sont pas super bien payés, mais au moins, voilà.
manière de résoudre le problème, c'était quand même d'aller embaucher 10 000 collaborateurs. Alors ça, c'est l'exemple qui est, je dirais, le plus dérangeant. Ça s'est passé aux États-Unis, donc c'est avec un outil qu'on appelle Compass. Donc Compass, c'était un algorithme d'IA qui avait été développé pour lutter contre le risque de récidive criminelle. Alors pas récidive criminelle sur un vol de voiture, hein. En règle générale, c'était un risque létal, arme à feu, etc. Donc ils avaient fait un questionnaire, 137 questions, et ce système était censé, là on parlait de décision, était censé aider les juges à donner leurs décisions dans une cour, l'équivalent de notre cour d'assises quand même, pour dire, vous monsieur, on va considérer que vous êtes acquitté, ou vous partirez pour 15 ans de réclusion au criminel, etc., etc. Donc ils ont labellisé tous les risques qui étaient liés, les risques de récidive. Sauf qu'on s'est rendu compte que les données étaient biaisées sur la communauté afro-américaine. Tout simplement parce qu'il s'est parti du principe que les Afro-Américains aux États-Unis récidivent 2 fois plus qu'un Américain lambda. Sauf qu'ils récidivent, mais pas sur le même type de crime. C'est pour ça que les données étaient biaisées. Donc on s'est retrouvé avec des taux d'erreur assez importants. Et il y a une anecdote là-dessus, c'est qu'il y a un Afro-Américain qui avait volé une voiture qui avait été utilisée pour un meurtre. Donc ils ont utilisé l'algorithme. Il s'est quand même retrouvé condamné à 15 ans de réclusion pour vol de voiture. Parce que l'algorithme s'était dit Afro-Américain, il correspond à tous les éléments des 137 questions. Donc il y avait sûrement des éléments qu'ils n'avaient pas pris en compte. Donc le juge a dit, bon, on compasse, c'est quand même de l'IA, il ne faut pas se tromper, allez hop, il en a pris pour 15 ans. Donc heureusement qu'il avait un avocat qui a fait appel, il a pu sortir parce qu'avec une IA qui était mal entraînée, il prenait pour 30 ans. Hein. Puis à l'Alabama, c'est même la peine de mort. Hein. Donc il a quand même eu chaud. Ça c'est un petit peu quelques exemples de ce qui est dit. Donc là, c'est ce que je vous disais, Gasparov, qui parle à un ingénieur Google et qui vous dit, c'est que quand tu as 10 000 exemples d'entraînement, quand tu passes de 10 000 à des milliards d'exemples d'entraînement, ça commence à marcher. Donc la donnée, ça fait tout. Hein. Donc il lui explique effectivement, plus on est sur des volumes exponentiels et plus ça fonctionne. Et puis ça, c'est Antoine Denoy qui est donc Chief Data Officer à AXA. Et moi, j'aime bien ce qu'il dit, parce qu'il dit effectivement la data, même une data qui serait utilisée par centaines des meilleurs data scientists du MIT, elle ne vaut rien s'il n'y a pas une vision stratégique, s'il n'y a pas un environnement de travail, s'il n'y a pas de l'éthique. Donc ça ne vaut rien. Donc ça, j'aime bien aussi cette vision-là. Puis alors là, ils n'ont pas pu venir ce soir, hein, donc je les remplace. Mais voilà, c'est pour vous dire que donc Yann LeCun, qui est quand même inventeur du deep learning, c'est ce qu'il dit. Voilà, ce qui manque aux machines pour dépasser l'homme, c'est l'intelligence générale. Donc c'est pas moi qui le dis. Et Yoshua Bengio, qui lui a eu le prix Nobel informatique 2019, il dit nous on se bat pour rendre les machines plus intelligentes, mais en fin de compte elles sont vraiment stupides. Et c'est pourtant les deux, je dirais. Les exemples les plus, les maîtres de l'IA aujourd'hui. Alors, dernière partie que je voulais un petit peu développer, c'est demain. Alors, qu'est-ce qui nous prédisent les transhumanistes, comme le docteur Laurent Alexandre, qui aurait mieux fait de rester dans sa salle de chirurgie plutôt que de sortir et raconter n'importe quoi sur les réseaux. Donc il nous raconte que grâce à l'IA, on peut dépasser la mort. Il a même écrit un bouquin qui s'appelle « La mort de la mort », comme le faire. Donc voilà, c'est des gens qui considèrent que grâce à l'IA, c'est un petit peu le rêve de la fontaine de jouvence, hein, on ne vieillit plus, on ne meurt plus. Bon, l'astrophysicien Stephen Hawking disait la même chose, mais il faut savoir que Stephen Hawking, lui, il croyait beaucoup à ça, hein, au transhumanisme, le fait que les machines nous rendront tellement immortels grâce à des connexions neuronales, des connexions... Stephen Hawking avait la maladie de Charcot, vous le savez. Donc il vivait dans l'idée de la maladie constamment. Donc il faut aussi mettre ça en balance. C'est-à-dire que souvent les gens qui rêvent de l'immortalité sont des gens qui ont soit des maladies incurables, soit effectivement des gens dans leur entourage qui n'ont pas pu sauver. Donc il y a tout l'affect qu'il faut prendre. Je ne dis pas que Stephen Hawking n'est pas intelligent, mais les trous noirs, c'est son domaine.
Le transhumanisme, c'est encore autre chose. Donc le docteur Alexandre, c'est pareil, il est persuadé que d'ici 2028, il donne des dates très très précises, je ne sais pas comment il fait, mais 2028, il est persuadé qu'on aura, qu'on aura une sorte de double virtuel qui sera connecté à notre cortex cérébral et qui pourra, je dirais, un peu un autre double, et donc on n'aura plus de maladie parce qu'il aura appris du cloud computing, donc il aura appris les maladies, qu'on sera plus malade. Enfin, moi, je n'ai pas très bien compris comment il raisonne. Non, mais il fait ça parce que c'est le sujet à la mode pour gagner de l'argent. Oui, non, mais Kurzweil, il fait ça, c'est le numéro 3 de Google, hein, oui, et c'est aussi un gourou du transhumanisme. C'est inspirant de lui qu'il a écrit son livre. Oui, je l'ai son livre, hein, moi j'ai rien compris, mais bon, je l'ai. Alors Kurzweil, c'est pareil, c'est quand même le numéro 3, je crois, de Google, hein, des millions et des millions et des millions qui gèrent en termes de budget. Alors, il a créé l'Université de la Singularité. Heureusement, en France, on est quand même assez intelligent, on a réussi à ne pas accepter cette idée, d'université de la singularité, à part Bordeaux. Je ne sais pas ce qui s'est passé à Bordeaux. Bon, à Bordeaux, ils ont failli, donc ils ont installé une antenne à Bordeaux. Enfin, Kurzweil, oui, qui est quand même l'un des numéros 3 de Google, dit qu'en 2030, alors il est vachement précis aussi, 2030, on connectera notre néocortex. Je vous montre aussi le néocortex, c'est cette partie-là. Enfin, c'est toute la matière grise. Au cloud computing. Voilà. Moi, je lui dis bonne chance. Et pour rester sur quelque chose de beau, c'est pour ça que je vous ai mis, j'aime bien cette image du cerveau. Aujourd'hui, les neuroscientifiques considèrent qu'on connaît à peu près 90 zones du cerveau. Le reste, on ne sait pas. Donc le cerveau, c'est une boîte noire, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Voilà, on voit à peu près les zones là, de mémoire sémantique, planification. Donc on sait à peu près, mais il y a toute une partie là. On est vraiment, dans cette partie-là principalement, on est vraiment dans un trou noir pour le coup. Et donc les neuroscientifiques le disent très bien, ils aimeraient déjà comprendre comment fonctionne le cerveau avant de comprendre comment fonctionne l'IA. Et je pense que déjà, quand on aura compris comment fonctionne le cerveau, peut-être qu'on aura déjà résolu pas mal de problèmes. Donc voilà, le transhumanisme, c'est un courant, il faut le savoir. C'est un courant en plus qui débloque énormément d'argent, puisque le projet Brain de chez Google, c'est je crois que c'est plus de 200 millions de dollars. Donc c'est pas des petites sommes. Et puis il y a un autre projet qui a été porté par Google, parce que Google fait beaucoup de projets au niveau de la commission, de l'Europe. Et il faut savoir qu'ils ont quand même été supportés. La Commission européenne leur a donné pas mal d'argent pour leur projet de transhumanisme. Donc visiblement, à l'Europe, il y a aussi des adeptes de cette secte-là. Donc je voulais en parler parce que c'est sûr que pour le moment, c'est un petit peu tapis dans l'ombre et ça ne fait pas forcément débat dans les actualités, mais c'est un mouvement qui existe et qui brasse énormément d'argent sur quand même un grand n'importe quoi. Voilà, moi c'est ce que je dis, le cerveau, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne suis pas neuroscientifique, tout ce que je sais c'est qu'on a beaucoup de zones d'ombre. Donc moi je préférais qu'on travaille sur ces zones d'ombre-là qui nous permettront peut-être aussi de combattre des maladies comme Alzheimer, qui sont des maladies assez handicapantes, plutôt que de dépenser des millions sur une secte qui pense qu'on va être connecté au cloud en 2028. Voilà.